Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec la traditionnelle conférence de presse du gouvernement princier. Nous irons au Grimaldi Forum pour la 11e biennale de cancérologie. Et nous terminerons avec du théâtre. La pièce 3 lits pour 8 était proposée au théâtre Princesse Grace. Comme je vous le disais dans les titres, on ouvre donc ce journal avec le compte-rendu de la conférence de presse du gouvernement princier. Plusieurs points d'actualité ont notamment été abordés ce jeudi. Les précisions avec Émilie Rousseau. Les statistiques de la délinquance et de la sécurité routière, la clôture du budget 2013 et les derniers chiffres du tourisme en principauté, ou encore le projet de loi sur le handicap étaient à l'ordre du jour de cette conférence de presse mensuelle du gouvernement princier. Le conseiller pour l'Intérieur, Paul Masseron, est tout d'abord intervenu pour dévoiler les très bons résultats de l'année 2013 concernant la baisse de la délinquance à Monaco, avec moins 3% de délits commis en général sur le territoire. Bonne nouvelle également du côté de la sécurité routière, avec une diminution nette des accidents de la route. Je me retrouve aujourd'hui devant vous avec la possibilité de vous annoncer des recettes records au titre de l'année 2013. C'est plus agréable d'être dans une situation de cet ordre que de devoir annoncer un déficit ou une dégradation de la situation économique. Non, à Monaco, nous avons enregistré en 2013 une augmentation des recettes de l'ordre très précisément de 5%. Nous avions clôturé 2012 en terminant pour la première fois au-dessus de la barre des 900 millions de recettes pour le budget de l'État. Nous terminons 2013 à 945,1 millions, donc une augmentation effectivement de l'ordre de 5%. Vous venez de l'entendre, recette record pour le budget 2013, record également du côté du tourisme, où l'on assiste à un retour marqué des vacanciers russes et américains. Le tourisme d'affaires, lui aussi, se porte bien, et ce grâce aux nombreux congrès organisés ici en principauté. Autre sujet abordé, le projet de loi sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, un sujet qui tient à cœur au gouvernement. Une véritable loi cadre a été déposée en décembre 2011 au Conseil national. Elle est en cours d'examen, donc nous sommes en train d'étudier les propositions d'amendement du Conseil national. Et donc on peut dire que pour son volet social, toutes les aides donc diverses dont peuvent bénéficier les personnes handicapées, pour aussi la création du statut de l'aidant familial qui est très attendu, qui pourront pour la première fois donc bénéficier d'une retraite, d'une couverture maladie, et puis pour le volet insertion professionnelle, donc pour l'accès au travail, que ce soit en milieu ouvert, en entreprise ou en milieu protégé. Donc le projet de loi donc, pourrait être voté très certainement, si le Conseil national en est d'accord, à la session de printemps, donc d'avril à juin prochain. Et puis il y a un autre aspect dans ce texte qui est très technique et très complexe, qui concerne l'accessibilité des immeubles déjà bâtis, mais aussi des futurs immeubles à bâtir. Et là, nous sommes dans la rédaction des textes d'application qui sont extrêmement complexes et techniques. Donc nous allons nous entourer d'un expert reconnu au niveau international, car il s'agit de trouver un juste équilibre entre notre volonté de favoriser l'accessibilité de tous ces bâtiments et ces appartements aux personnes handicapées, ça c'est notre priorité, mais aussi de prendre des mesures réalistes, raisonnables, qui soient applicables sans qu'on ait à raser les immeubles déjà bâtis et qui n'entraînent pas des coûts disproportionnés, insupportables pour les copropriétés, mais aussi pour les futures constructions et qui pourraient bloquer l'activité économique et le développement de la principauté. 2014 annonce donc de très grandes avancées en ce qui concerne les droits des personnes handicapées de Monaco. Toujours dans le même domaine, les services du Mobibus ont été étendus, ce qui permet ainsi une meilleure accessibilité en principauté. Et en marge de cette conférence de presse, le nouveau logo du gouvernement princier a été dévoilé. Je vous propose d'écouter Michel Roger, le ministre d'État, à ce sujet. C'est un travail de réflexion qui a commencé en 2012 avec l'association de tous les chefs de service de l'administration, plus les membres du Conseil stratégique pour l'attractivité. Et cet audit, en quelque sorte, a montré que le
précédent logo, qui était sous forme d'une arche, présentait des inconvénients quant à la signature du gouvernement princier. En plus, il était décliné dans des versions différentes selon les services. Et donc, nous avons décidé d'adopter un nouveau logo qui est plus clair, qui marque par le carré avec la couronne que c'est le gouvernement princier. Ensuite, les losanges, c'est l'écu de la famille princière, qui est le symbole de l'État. Et ensuite, avec une signature très lisible, gouvernement princier, principauté de Monaco. Donc maintenant, ce nouveau logo va être décliné pour tous les services. Seuls les services de l'État ayant une marque, comme les parkings par exemple, garderont leur nouveau logo, mais sinon, l'ensemble des services de l'État utilisera ce logo à partir d'avril jusqu'en septembre. Enfin, l'utilisation générale se fera en septembre. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, ce jeudi a eu lieu l'habituelle cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Tout d'abord, son Excellence Ronnie Montgomery, ambassadeur d'Irlande. Puis son Excellence Rado Ristic, ambassadeur de la République de Serbie. Et enfin son Excellence Mariola Bidang Obiang, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale. Mercredi s'est ouvert la 11e Biennale monégasque de cancérologie au Grimaldi Forum, l'occasion d'aborder l'actualité des traitements et la prise en charge thérapeutique des différents cancers. Un reportage d'Alexandra Pani. La seconde journée de la Biennale monégasque de cancérologie s'est ouverte jeudi matin en présence de Stéphane Valéry, avec un hommage rendu au docteur Michel Herry à l'initiative de cette manifestation en principauté. Ce congrès très particulier puisque nous le dédions à la mémoire de notre ami Michel Herry qui nous a quittés le 8 décembre 2013. C'est une organisation qui est robuste puisqu'on travaille ensemble depuis près de 15 ans et chacun a un domaine particulier d'expertise, que ce soit la radiothérapie, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit différents organes. Et cette organisation est très bien structurée et se passe dans de bonnes conditions pour un résultat qui est toujours à la hauteur de ce que nous attendons. Durant 4 jours, le Grimaldi Forum accueille les 1500 participants de cette biennale. Les intervenants y abordent les nombreuses avancées dans les traitements des différents cancers et leur prise en charge thérapeutique. Nouveauté de cette édition 2014, l'étude de cas cliniques interactifs qui permet d'établir un lien direct entre le conférencier et les membres du public. C'est donc le principal congrès de cancérologie de langue française où il va y avoir donc en parallèle plusieurs sessions qui vont débattre de différents types de cancers et de leur prise en charge thérapeutique avec à la fois une présentation de toutes les nouveautés, de tous les traitements qui sont à la fois utilisés et qui vont être utilisés et qui permettent aux professionnels, que ce soit les médecins ou les pharmaciens, de mieux appréhender la prise en charge du patient. Ce congrès aura également été marqué par la remise du prix Prince Albert Ier, destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement des cancers. Le cancer du sein reste à ce jour le cancer le plus répandu chez la femme. Plus de 48 000 cas ont été décelés en 2012 en France. Le professeur Jean-Philippe Spano revient sur les avancées des traitements actuels. Il est clair aujourd'hui qu'il y a une énorme avancée depuis ces 20 dernières années grâce à de nouveaux médicaments et grâce à des nouvelles séquences de traitement. Bien entendu que ce soit chez des patientes qui surexpriment ou pas le fameux marqueur dont on parle beaucoup, HER2, mais aussi, et ça je tiens à le rassurer, pour les patientes qui ont un cancer qui n'exprime pas ce marqueur HER2, il y a aussi des avancées avec de très nombreuses molécules et nous les invitons en effet à vraiment aller se faire dépister tous les 2 ans. Vous savez que c'est une prise en charge par la sécurité sociale. Nous comptons beaucoup sur les gynécologues, mais aussi sur les médecins traitants, les médecins généralistes, pour les inciter à ce dépistage, au même titre que le dépistage du cancer du col aussi, vous savez, jusqu'à 65 ans, et au même titre que le dépistage du cancer colorectal. C'est une des forces de prévention primaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment un des moyens de pouvoir éviter ou diminuer en tout cas l'incidence des cancers.
La prévention routière monégasque a convié ses membres ce mardi pour leur première assemblée de l'année au Motoclub de Monaco. L'occasion de faire le point sur l'année 2013 et d'aborder les futurs projets. Je vous propose d'écouter Fernand Hilaire au micro d'Alexandra Pani. La prévention routière fait partie de la commission technique spéciale et qui gère un petit peu les fautes de gros excès de vitesse ou d'alcool au volant. Et l'année dernière, nous avons traité 150 dossiers à Monaco, dont une majeure partie sont de l'alcool au volant. Et avec 34 cas qui dépassent 2 grammes d'alcool. Donc c'est quand même très élevé. Récemment, nous avons fait une journée entière au nouveau lycée technique. Le but était de faire prendre conscience d'abord des dangers du deux roues, en insistant sur le fait que nous n'avons pas de carrosserie. On leur fait faire des essais, des tests sur les réflexes, pour bien leur faire voir que quand on voit un danger et qu'on appuie sur les freins, eh bien on a un temps de réaction, et que pendant ce temps de réaction, eh bien on continue d'avancer. Donc ces essais sur des systèmes informatiques sont très ludiques, intéressent les jeunes et surtout leur font prendre conscience. Et on se sert de ces tests pour déborder sur l'alcool en leur disant, vous voyez, si vous avez ne serait-ce que légèrement bu, eh bien vous allongez votre temps de réaction et donc vos risques d'accident. Dans le cadre de sa programmation 2013-2014, le théâtre Princesse Grace proposait 3 lits pour 8, une pièce où l'amour et ses petits tracas sont mis en scène, un reportage de Christine Datomel. 3 lits pour 8, une comédie à l'anglaise où la fantaisie et le talent s'entremêlent dans des situations cocasses. L'auteur anglais Alan Ayckbourn propose aux spectateurs d'entrer dans l'intimité de 3 chambres et de leurs occupants et d'assister à leur déchirement par la faute d'un couple dont les problèmes existentiels semblent insolubles. Ce sont 3 couples qui, en fait, finalement, celui qui s'entend le mieux, c'est les plus âgés, paradoxalement. C'est ceux qui s'ennuient le moins dans la vie. Les autres, ça s'agite. Et voilà, c'est des interférences entre eux, des histoires d'amour compliquées, des êtres un peu, à certains moments, dépassés par les événements. Et au central, il y a un personnage qui s'appelle Antoine, et qui est une espèce de catastrophe ambulante. C'est-à-dire que dès qu'il arrive quelque part, c'est compliqué. Il mêle tout le monde à ses histoires personnelles. Donc ça provoque une espèce de dérèglement général dans tous les couples, y compris sa compagne, qui est absolument interprétée merveilleusement par Gaëlle et qui est une folle dingue de première. Donc si vous voulez, ces 2 personnages créent une espèce de marasme autour de la pièce qui fait que c'est très très drôle parce que chacun essaie de s'en sortir le mieux possible, de se débarrasser d'eux à certains moments, de les remettre sur pied à d'autres, et voilà. Donc ça s'enchaîne comme ça. Tu sais, le petit tonneau. Ah oui. Eh ben elle te le dit, je suis un petit tonneau. Elle se regarde dans la glace et elle se le dit à elle-même. Je suis un petit tonneau. Au cours de la même soirée, les amants terribles vont ainsi casser les pieds à 3 autres couples et la rupture semble alors inévitable. Ça fonctionne dès le démarrage, mais parce que les personnages sont sont tous cocasses. Chacun représente effectivement une façon de se situer dans le couple. Il y a le couple qui sent le couple qui est plus dans l'habitude, qui est incarné par Evelyne et Patrice, le couple au début d'une histoire d'amour qui s'entend merveilleusement bien, le couple qui est sur un rythme de croisière, et puis le couple catastrophique. Donc voilà, on se reconnaît jamais soi-même, mais chacun reconnaît son voisin. Je pense que c'est une pièce, on peut dire, chorale, et que chacun vraiment, c'est rare d'avoir une pièce où tout le monde a vraiment son épingle à tirer du jeu. Et je trouve que j'ai ri tout de suite et je ne me suis pas posé la question, c'est un truc qu'il faut que je fasse, quoi. Une soirée catastrophe qui projettera les spectateurs dans 3 univers différents. Le ton de la pièce, doux, amer, comique et décalé. Et nous prenons à présent la direction de l'Afrique du Sud où se déroulera ce week-end le premier tour de la Coupe Davis dans le groupe 2. Monaco est opposé à l'Afrique du Sud et nous retrouvons sur place Fabien Bonia et Thomas Deus en compagnie du capitaine de l'équipe de Monaco.
Oui, nous sommes à Centurion, plus exactement à 40 minutes de route de Johannesburg. Nous sommes avec Christophe Boggetti, bonjour, le capitaine de cette équipe de Monaco. On ne va pas se voiler la face, ça va être compliqué parce qu'on est en altitude sur une surface rapide, on n'est pas gâté. Oui, c'est ça. On connaissait déjà ces difficultés. Il y a une difficulté d'altitude. Nous sommes à 1500 mètres de hauteur. Les balles volent. Le rebond est plus haut, ce qui est différent de Monaco. La surface est une surface rapide. Et surtout, les joueurs sont des spécialistes de surface rapide. Alors, nous avons un adversaire qui est le numéro 1 de Vos, qui est un joueur très très solide, surtout sur cette surface. Benjamin l'a déjà battu sur terre battue, mais a perdu 2 fois sur cette surface-là. Et puis on a le dernier qui s'appelle Klaassen, qui vient de faire finale à Melbourne sur une surface quasiment identique, en battant les frères Bayan, qui sont une référence dans ce sport. Donc la tâche va être très difficile. Oui. Alors, quelles sont les chances ou le potentiel de cette équipe de Monaco? Encore une fois, match par match, Le numéro 2 est un joueur moins fort. Donc déjà, nous devons absolument battre ce joueur numéro 2 sur les 5 rencontres que l'on va jouer. Et puis après, il faudra que nous jouions très très bien, soit contre le numéro 1, soit en double, comme nous l'avions fait en 2008. Parce qu'en 2008, l'Afrique du Sud était vraiment favori avec un joueur qui s'appelait Kodze, qui était numéro top 10. Et nous avions gagné le double, qui avait relancé absolument la partie. Et puis nous avions perdu malheureusement 3-2. Alors voilà, il faut un exploit. Et puis j'y crois parce que mes joueurs savent qu'ils sont capables d'exploits. Voilà, que le meilleur gagne. Et ces rencontres vont commencer vendredi avec les 2 premiers simples, samedi avec le double et dimanche, pourquoi pas, pour départager les 2 équipes avec les 2 derniers simples. Nous y reviendrons évidemment sur Monaco Info. Le parapluie restera-t-il l'accessoire indispensable ces prochains jours? Élément de réponse avec les cartes météo. Eh bien, vendredi, toujours un temps menaçant dans la matinée, mais le soleil pourrait réapparaître dans l'après-midi. Samedi, le ciel restera incertain avec des températures qui oscilleront de 9 à 12 degrés. Dimanche, c'est une fin de semaine avec des risques d'averses toujours et un mercure stationnaire. Et enfin, lundi, retour du soleil avec une maximale de 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.